merci à nos intervenants qui vont se présenter. Donc moi, je suis responsable de la RSE, exécutif talent, au sein d'une ETI numérique et télécom qui s'appelle Stélogie. Donc, avant de démarrer la table ronde, alors je ne vais pas vous prendre trop de temps là-dessus, mais je trouvais que c'était peut-être intéressant de donner quelques chiffres qui ont été publiés par la Banque de France sur le secteur. Alors, elle date un peu, mais ça donne une idée des sommes en jeu. Donc, le montant de l'encours des crédits octroyés aux entreprises non financières en France en mi-2024 était 2 milliards. L'encours de l'épargne solidaire en 2023 était 30 milliards et celle des fonds labellisés Greenfin à fin 2024, 36 milliards. Donc maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. Donc après des années de forte croissance, on peut se dire que on va dire le contexte économique, le politique, géopolitique semble affecter effectivement les politiques et les actions ESG. Donc qu'en est-il réellement et comment décririez-vous la santé actuelle du secteur, Sophie ? Juste peut-être 2 mots sur qui je suis, d'où je viens et où je vais, ça c'est un autre thème. Donc moi je suis responsable de la gestion impact chez Crédit Mutuel Asset Management et avant ça j'ai fait toute ma carrière en ESG notamment au Royaume-Uni sur donc, des problématiques de finances durables et d'intégration. Et donc la gestion impact c'est un peu le 2.0 voire le 3.0 de l'ESG. On essaye de chercher la contribution positive et par rapport à ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que le contexte alors immédiat est très très compliqué sur les marchés et c'est vrai aussi que l'ESG, la finance durable souffre, je dirais depuis... Alors, elle souffre depuis longtemps, mais elle souffre notamment beaucoup depuis 3-4 ans. Où voilà, c'est plus compliqué, on délabellise des fonds, malgré la réglementation SFDR qui est quand même relativement contraignante pour les sociétés de gestion et les sociétés aussi cotées, puisqu'elles sont soumises à CSRD notamment et CS3D, etc. Il y a quand même un léger désengagement sur les problématiques d'ESG. Mais c'est aussi cyclique, c'est des choses qu'on a vues par le passé. Donc il y a une certaine saisonnalité finalement à l'ESG. Donc on est peut-être un peu dans un creux, mais l'idée c'est que c'est quand même des notions et des impératifs qui ne vont pas s'en aller demain. Donc les limites physiques à la gestion de notre planète et du monde socio-économique notamment font que demain, il faudra aussi et toujours répondre à ces enjeux-là, d'après moi. J'espère que mes co-intervenants pensent la même chose. Ah bah, pas tout à fait, mais alors de manière plus générale. Non, mais alors parce que toi, tu es vraiment sur la partie investissement durable. Donc par rapport à cette question, est-ce que le contexte économique, est-ce que le contexte géopolitique met de côté les sujets de finances durables ou de manière plus générale les sujets d'ESG? Je dirais bien au contraire, je pense que ça n'a jamais été plus que jamais au centre du jeu. Parce que d'abord, je vais parler du changement climatique, mais on pourrait dire de la même chose sur la raréfaction des ressources. Aujourd'hui, ce changement climatique, c'est d'abord une réalité physique et c'est une réalité économique qui s'impose à nous tous. Par exemple, il faut se dire qu'il y a un vrai coût économique des événements extrêmes qu'on connaît, inondations, sécheresses, etc. Dans le monde, c'est 200 milliards de dollars qui ont été estimés en perte économique l'année dernière compte tenu de tous ces événements. À chaque fois qu'il y a en France, il n'y a eu pas longtemps des incendies, parce qu'aujourd'hui c'est physique en France, il faut se dire que dès qu'il y a des sécheresses, dès qu'il y a des inondations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour les entreprises des sujets de risque d'approvisionnement, de tension sur la chaîne d'approvisionnement, ça peut être des stocks qui sont détruits, des immeubles qui sont détruits. Pour nous, les particuliers, les ménages, c'est des primes d'assurance qui sont en train d'augmenter, donc il y a clairement un impact qui est important. Et donc ce sujet est aussi un sujet de maîtrise de nos risques, donc ça c'est la vraie vie et plus que jamais. Et puisqu'on parle du contexte géopolitique, là aussi je pense que et c'est pas moi qui le pense parce qu'on est nombreux à le penser, c'est de se dire que la transition écologique et sociale, elle est une réponse d'urgence aujourd'hui à tous ces enjeux. Vous avez vu hier EDF, dans le contexte géopolitique, a annoncé un plan de 240 millions d'euros pour accompagner les ménages pour qu'ils puissent acheter des pompes à chaleur, pour accompagner les TPE et les PME pour qu'ils puissent transformer leur flotte et faire de la flotte durable. Parce qu'on voit bien que quand il y a un contexte géopolitique comme on le connaît aujourd'hui au Moyen-Orient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un prix de l'énergie qui est en train d'exploser. Et faire la transition écologique, c'est aussi assurer notre indépendance énergétique, et on parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, et c'est un enjeu de souveraineté. Et puis le troisième point, il est plus, je dirais, sur la partie
innovation, sur la partie croissance, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des innovations vertes qui sont de plus en plus matures, de plus en plus rentables. Quand on voit, par exemple, en Europe, on n'a jamais autant installé de capacités éoliennes ou photovoltaïques. Et pour la première fois en 2025, l'éolien et le photovoltaïque ont dépassé le thermique sur la production d'électricité. Donc vous voyez que le mouvement, il est hyper en marche et il y a des marchés qui deviennent matures. Et donc pour une banque ou pour une entreprise, aujourd'hui, cette transition, elle a à la fois un sujet de maîtrise des risques, elle a un sujet d'opportunité commerciale, de souveraineté économique, et puis un enjeu aussi de compétitivité. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de bruit un petit peu... alors c'est vrai qu'il y a un backlash politique, je dirais, aux États-Unis, mais finalement, on n'a jamais autant installé de capacité photovoltaïque aux États-Unis. Il y a un recul réglementaire en Europe. Et pour autant, simplifier une norme, ça facilite la transition. Et quand nous, on accompagne des clients aujourd'hui, ETI ou des clients PME, elles sont hyper en mouvement, mais elles sont en mouvement encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans ce contexte, c'est plus la RSE, c'est pas seulement un truc qu'on fait à côté, c'est un truc qui est intégré dans le business. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus un pilotage par la data, que les data ESG sont connectés au business, qu'il y a des plans d'action très structurés avec des trajectoires de plus en plus alignées sur un enjeu majeur qui est la neutralité carbone, seul moyen de limiter la hausse des températures et donc de limiter ce changement climatique. Donc moi je dirais que plus que jamais, c'est au cœur du jeu et c'est sans doute encore plus exigeant. Bonjour, et moi je suis celui qui contrôle tout ça, n'est-ce pas? Il en faut toujours un qui contrôle à la fin. Donc moi je suis commissaire aux comptes, j'ai fait l'ICSBG à une date où vous n'étiez pas né, donc c'est douloureux mais c'est comme ça, ça mène à tout. Et depuis 3 ans j'ai pris la direction de la transformation durable chez Grant Thornton, puisqu'il y avait le sujet CSRD, le fameux. Et là, c'est comme une fusée qui décolle, parce qu'à l'époque, on avait du mal à trouver du monde tellement c'était le sujet qu'il fallait occuper pour tout le monde, sachant qu'à l'époque, on allait appliquer la même règle à un CAC 40 ou à une société de 50 millions de chiffre d'affaires. Alors évidemment, il y a un moment où ça a été dit, ça ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'à un moment, les ETI, voire les PME, parce que 50 millions d'euros, c'est quand même pas très gros, on dit, on arrête tout ça, on se calme, plus notre ami Trump, plus tout ce que vous voulez, donc la fusée, elle a explosé. Maintenant, elle revient. Donc, elle revient, voilà. Elle atterrit un peu plus doucement. Et ce qui est très positif par rapport à ce qu'ont dit également mes camarades, c'est qu'on voit qu'on revient à un flux d'ETI qui sont concernés, qui vont avec réglementation ou pas, qui veulent faire des choses. Donc, on est passé d'un aspect ultra réglementaire, sûrement trop, c'est ça qui a fait exploser la fusée, à un sujet qui les concerne. C'est leur business model. Que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'informatique, dans tous les domaines, en fait, les sociétés sont concernées. Donc, on n'est pas au quotidien, elles ne sont pas en train de dire merci, au revoir l'ESG. Elles sont en train de dire bon, ramenons ça à des choses plus opérationnelles, plus réalistes et avançons tous ensemble. Et donc, nous, côté audit, on va aller vérifier que ce qu'elles racontent est conforme à la réalité. Donc, voilà le résumé rapide. Merci beaucoup. C'est une bonne transition, justement, parce qu'on note une forte demande de recentrage sur une création de valeur qui soit immédiate et mesurable, justement, de la part des acteurs financiers et corporate. Il faut donc s'adapter à ce mouvement. Donc, Sophie, dans notre échange, vous aviez mentionné qu'il n'y avait pas de remise en question du sujet ESG, mais il apparaissait moins stratégique. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, oui, je partage ce qui a été dit. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'ESG, donc j'ai l'impression que ce que vous avez dit il y a 15 ans, je l'entendais déjà. C'est pour ça que je suis sans doute un peu plus mesurée sur mes propos. Mais c'est impossible pour les grands acteurs de remettre en question leur engagement ESG. Ça, c'est évident. Certes, il y a le réglementaire, même s'il perd un peu des couleurs. Mais voilà, c'est impossible. Donc, c'est un fait, ça ne partira pas. Là où c'est compliqué, de mon point de vue, et au quotidien, dans mon métier, c'est que les stratégies impact, les stratégies de gestion dans une optique thématique, on peut qualifier de thématique, avec voilà, une mesure de la contribution positive des sociétés, que ce soit peut-être sur les actifs cotés, les actifs non cotés, c'est beaucoup plus difficile de convaincre et on a beaucoup moins finalement la bande passante des clients prospectifs. Donc effectivement, c'est un fait. Voilà, il y a des flux
enfin, il y a des encours qui étaient logés dans des fonds qu'on peut dire article 8, article 9, ISR, ce que vous voulez, qui ont été pompés pour aller alimenter des fonds défense, des fonds souveraineté. Donc, sur la collecte de ces fonds-là et de ces stratégies-là, sur la dernière année, ça se ressent. Donc, effectivement, mécaniquement, il n'y a pas de remise en question des grandes positions stratégiques des groupes, qu'ils soient mutualistes ou cotés, donc BNP ou chez moi Crédit Mutuel, qui est un mutualiste pas coté. Ça, c'est établi. Il y a un institut mutualiste pour l'environnement et la société, enfin, ce genre de choses. Ça part pas. Mais ce qui est plus difficile, je pense, c'est de trouver aussi les relais en interne et le soutien exécutif sur des stratégies innovantes liées à la finance durable. Ça, c'est plus difficile dans le contexte actuel. Mais encore une fois, il n'y a pas de remise en question. On est un peu plus en mini-traversée du désert, mais on espère que l'eau arrivera bientôt. C'est mon ressenti au quotidien parce que, encore une fois, ça fait 15 ans que je fais ça. Et oui, la transition écologique, énergétique, c'est une urgence. Ça fait 15 ans que c'est une urgence. Ça fait 15 ans qu'on est à débattre des leviers qui sont à notre disposition. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Mais voilà, le retour positif est moins là qu'il y a 5-6 ans au paroxysme de ces stratégies-là, de mon point de vue. Voilà. Raphaël, vous notez une nécessité de réponse concrète à des besoins clients. Est-ce que vous entendez exactement par là ? Exactement. Et c'est pour ça que quand on parle de création de valeur, alors il y a 15 ans, on opposait création de valeur justement et impact social et environnemental. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que dans une transformation de l'économie, on n'oppose plus du tout création de valeur et impact social et environnemental. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est bien pour ça que cette finance durable qui a longtemps été, ou la RSE qui a longtemps été un petit peu le supplément d'âme des entreprises ou le supplément d'âme des banques, devient aujourd'hui stratégique. Parce que justement, il y a de la création de valeur et de la création de valeur qui est immédiate. De manière très concrète, nous, en tant que banque, on accompagne, alors c'est pas tout à fait pareil, nous, on accompagne des clients entreprises, donc des PME, des ETI, des TPE, on accompagne des clients particuliers. Ça, c'est notre job quand on est BNP Paribas, banque commerciale en France. Donc, quand on accompagne des clients, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'économie se transforme. Alors, ça peut paraître être impensif, mais c'est la vraie vie. Et quand une économie se transforme, on voit bien qu'il y a des usages qui sont en train de se transformer, des modèles économiques qui sont en train de se transformer. Et tous ces sujets, en fait, ça va être des réponses très concrètes à des besoins clients, qu'ils soient des clients particuliers, qu'ils soient des clients entreprises, et avec de la création de valeur immédiate. Je vais prendre un exemple. 3 exemples. On a un gros enjeu aujourd'hui de décarbonation du secteur immobilier. C'est un des secteurs les plus émetteurs. Nous, en tant que banque, c'est au travers de nos financements qu'on émet du CO2. Donc, on a un gros enjeu d'accompagner nos clients particuliers dans leur rénovation énergétique. Là, c'est l'enjeu climat, l'enjeu de baisse de nos émissions de CO2. Pour nos clients, alors regarde, le client, lui, va pas dire je suis pour ou contre. Ce qu'il va regarder, c'est le bénéfice concret qu'il a pour lui. Aujourd'hui, un client particulier, lorsqu'il va faire sa rénovation, il va avoir des bénéfices concrets sur quoi ? D'abord, sur la facture de l'énergie. Quand je vais rénover, si j'ai aujourd'hui un immeuble ou un appartement, un immeuble pas encore, hein, vous êtes trop jeune, votre appartement, il est F et G, vous allez avoir une facture EDF aujourd'hui 30% ou autre opérateur 30% plus cher que si vous avez une étiquette A. Si vous êtes propriétaire, quand vous allez rentrer dans la vie active, vous allez acheter votre appartement. Il y a une différence de prix entre un appartement qui est coté A, un appartement qui est coté G. Concrètement, c'est une valorisation du bien. Si un peu plus tard, quand vous êtes 10 ans après votre vie active, vous achetez un bien pour le louer, là, il va y avoir des contraintes aujourd'hui réglementaires parce qu'on va empêcher d'augmenter des loyers ou on va obliger de faire des travaux avant de pouvoir louer son appartement. Donc, c'est aussi une manière d'anticiper. Donc, ça, c'est des bénéfices très concrets de la rénovation énergétique pour nos clients. Et puis, nous, en tant que banque, donc d'abord, on répond aux besoins de nos clients. Il faut savoir que ce sujet de la rénovation, c'est de nouveaux marchés qui sont en croissance. La France annonce 250 000 rénovations d'ampleur à horizon 2030. Pour les banques, quelles qu'elles soient, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, c'est un nouveau marché, c'est un marché qui est à prendre. Ça, c'est le premier exemple de la création de valeur très concrète. Idem sur la mobilité. On voit que le marché est en train de basculer et va encore basculer plus vite quand on voit ce qui se passe. Vous avez vu Renault, même si les évolutions réglementaires ont dit finalement en 2035 on pourra faire encore un petit peu d'hybride quand je suis constructeur automobile. Renault dit en 2030 je ne vendrai plus que des véhicules électriques ou des véhicules hybrides parce qu'on voit bien que
les voitures deviennent de plus en plus accessibles, parce qu'on va pouvoir recharger en un quart d'heure, parce qu'il y aura des bandes de recharge un peu partout. Et ça veut dire que le marché est en train de basculer. Le marché bascule. 30% des ventes de véhicules neufs en janvier, c'était des véhicules électriques. Donc là encore, pour les banques, super marché, il y a des équipements à faire, on va faire des financements. Pour le client particulier, c'est une voiture qui coûtera moins cher en équipement. Et donc là encore, c'est un enjeu fort. Bien sûr, le transport, comme l'immobilier, même le transport, c'est le secteur le plus émetteur. On n'a pas encore trouvé la maille là-dessus, la martingale. Et du coup, il y a un gros enjeu. Et puis enfin, je terminerai parce qu'on accompagne des clients entreprises. Et là, de la même manière, le client entreprise aujourd'hui, face au risque physique, et vous vous en occupez, c'est pas demain. Pourquoi les entreprises continuent à avancer malgré la réglementation qui diminue? C'est parce qu'elles doivent, elles aussi, anticiper des risques, s'adapter. Le risque physique, c'est pas une illusion, c'est la vraie vie. Donc elles doivent, et le chaos climatique, il va être de plus en plus normal. Donc du coup, comment je suis capable de m'adapter pour éviter les chocs? Comment je saisis ces nouveaux marchés? Comme nous, on en a, eux aussi, ce sont des nouvelles opportunités de marché. L'économie circulaire, ça va être une manière aussi de moins être sensible au sujet des tensions d'approvisionnement. Pour les talents, vous êtes des talents, vous êtes des jeunes des écoles de commerce. Quand vous, majoritairement, j'imagine, vous en faites partie, quand vous allez choisir votre boîte, vous allez regarder si elle est impliquée sur ces sujets-là. Donc pour recruter des talents, c'est un enjeu majeur, et les ETI familiales l'ont compris depuis bien longtemps et depuis 10 ou 15 ans. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un sujet de fidélité de nos collaborateurs. Et puis, même pour la TPE, parce qu'on fait partie d'une chaîne de valeur, on accompagne la TPE. Aujourd'hui, la TPE, pour remporter des appels d'offres, il va falloir qu'elle montre qu'elle calcule son bilan carbone, qu'elle a commencé à mettre un plan d'action. Donc, en fait, on voit bien que la création de valeur, le mouvement, il est hyper en marche. Et donc, en fait, il n'y a pas d'histoire, en fait, il n'y a pas de pour ou contre. En fait, c'est l'économie qui devient comme ça, et c'est de nouvelles opportunités, des nouveaux marchés, et puis c'est aussi une capacité à bien maîtriser nos risques. Oui, tout à fait d'accord. Je peux témoigner. Et justement, donc Vincent, vous qui accompagnez donc, les entreprises en tant que conseil, ils attendent souvent un héros immédiat de mise en place d'actions ESG. Donc comment ça se fait concrètement ? Ça parce qu'en complément, il y a une pression des fois de financement. Vous allez avoir un financement moins cher si vous investissez dans des équipements verts. Vous avez la pression aussi, bien sûr, donc du chiffre d'affaires. Vous, en tant que consommateur, vous êtes intéressé. Si j'ai des clients, il y en a un qui vend un petit rond rouge avec du fromage dedans. Maintenant, il est passé en emballage papier. Donc, vous avez la pression du consommateur. J'ai un autre client qui fait du double sérum, et donc vous êtes content de voir que c'est du refuel et donc que ça consomme moins de matières premières et d'emballage. Donc il y a tout cet environnement-là qu'on doit aller vérifier. Et c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'a intéressé dans cette partie RSE, c'est que ça donne une autre vision à la partie audit. J'ai fait un paquet d'années d'audit, je continue à en faire beaucoup, mais d'avoir cette vision-là en plus, on voit que parmi les équipes que j'ai la chance de manager, ils sont investis. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'un auditeur financier est moins investi, mais bon, il fait ça parce que il aime bien voir plein de choses et tout, mais ça reste très financier. Les équipes qui sont RSE avec moi, elles sont concernées. C'est vraiment un choix de carrière parce qu'elles veulent aider les sociétés à améliorer leur empreinte RSE, à améliorer leur empreinte sociétale, à améliorer les conditions de travail. Donc, elles sont dans ce rôle-là. Et c'est une vraie différence de mentalité par rapport à un auditeur financier pur et dur. C'est pour ça que dans vos formations, mais on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, c'est un sujet à prendre en compte si vous souhaitez vous orienter vers ce sujet-là, bien sûr, pour avoir un bagage technique suffisant pour commencer à mettre le pied dans le secteur et après s'y immerger complètement. Mais c'est une arme supplémentaire à avoir à votre corps de connaître les référentiels de base, les sujets pour commencer ensuite à vos stages, alternances, carrière, premier emploi avec ce bagage supplémentaire. Oh ben, vous avez spolié. Ma prochaine question. donc, justement, parlons maintenant des équipes derrière ces démarches ESG. Donc, qui sont les professionnels? Quelles sont les qualités justement pour réussir dans le domaine? Alors Vincent, justement, j'avais trouvé ça intéressant d'ailleurs. Vous m'aviez dit oui, alors j'ai des profils convaincus, pas la même chose que l'audit. J'ose espérer qu'ils sont convaincus quand même aussi en audit. Donc, mais justement, quel type de personnes avez-vous dans votre équipe et pour faire face justement aux demandes clients et les accompagner? Donc, on a plutôt des personnes qui ont eu des formations en master RSE. Il peut y avoir des ingénieurs aussi. Et on a moins d'audits financiers purs où ils ont au moins un stage un peu plus RSE.
Parce que c'est plus facile d'apprendre l'audit à des gens qui connaissent la RSE que d'apprendre la RSE à des gens qui sont bons en audit. Ça reste une vraie matière. C'est pas tiens, je vais faire ça en plus, après tout. Non, le salaire décent, la mixité, l'émission de bas carbone, tous ces sujets-là, la pollution de l'air, la biodiversité, enfin, c'est des vrais sujets. Il faut des vrais experts. Alors ça s'apprend au fur et à mesure, bien sûr, mais ce sont des vrais sujets. C'est pas tiens, je vais faire semblant. En face de vous, chez nos clients, on a des purs players de la RSE qui font ça depuis 5, 10, 15 ans. Donc on ne leur envoie pas des gens qui ont un petit vernis et qui vont faire semblant parce qu'ils sont vite démasqués, donc ce ne serait pas l'objectif. Donc c'est vraiment un point à prendre en compte. Si c'est la matière qui vous intéresse, comment est-ce que vous allez construire votre parcours pour avoir le bagage, j'allais dire, généraliste RSE, et puis au fur et à mesure aller creuser un peu plus sur l'aspect social, sur l'aspect climat, soit l'aspect de gouvernance, parce qu'il y a aussi le sujet risque qui a été évoqué, qui peut être un biais important à voir sur la partie RSE. Donc voilà, il y a toute une panoplie de métiers qui sont possibles, et à vous après d'aller creuser sur ceux qui vont vous passionner au prime abord. Merci beaucoup. Et Sophie, de votre côté, combien de personnes composent votre équipe et quels sont leurs ADN ? Alors nous, on a une équipe ESG d'à peu près une quinzaine de personnes. Ça dépend vraiment finalement de la pyramide des âges, les profils et les études. Donc il y a des personnes plutôt comme moi qui n'ont pas fait de finance à l'école ou à l'université ni d'école de commerce, donc qui viennent de formations plus techniques ou juridiques sur l'environnement notamment. Qui ensuite ils sont arrivés à ce qu'on appelle le buy side par conviction parce qu'ils maîtrisaient les sujets et ensuite progressivement ils ont appris à faire des analyses de bilan et traiter les fondamentaux. C'est vrai que sur la cohorte plus jeune, c'est pas du tout ce profil-là. C'est plutôt des personnes un peu comme vous qui ont fait ou souhaitent faire commerce, finance et qui ont, dès que l'opportunité s'est présentée, choisi des options de finance durable, où on est capable de détecter dans le CV un appétit démontré sur ces questions-là. Je suis assez d'accord, je pense que... alors moi qui ne viens pas exclusivement de la finance, qui ai fait le move entre ESG, analytique pure, à la gestion d'actifs, ça s'est fait relativement facilement. Mais voilà, sur la cohorte plus jeune, je dirais que si l'occasion se présente, il faut essayer de glaner des infos ou des options en finance durable, en ESG. Bien sûr, ça vient avec le temps. Un bon analyste ESG, de toute façon, c'est sur le terrain, normalement, que ça se fait, même si, je suis d'accord, il y a un corpus, des bases à maîtriser. Mais voilà, le profil financier est quand même très, très important. Dans la mesure où on traite aussi de plus en plus l'ESG, la data ESG comme une data comme une autre. Finalement, voilà, ce move un peu du qualitatif que moi j'ai connu dans mes jeunes années vers le quantitatif pur, où on est capable de traiter des tonnes et des tonnes de données ESG, fait que c'est peut-être assez naturel pour un profil finance-commerce de commencer à traiter des données ESG. Puis après, avec le temps, c'est vrai que moi, mon approche est beaucoup plus qualitative, donc ça dépend vraiment des profils. Mais voilà, l'essentiel, c'est l'agilité, l'ouverture d'esprit et voilà. Et bien sûr, un intérêt pour ces questions-là, parce que l'objectif, c'est, alors ça sonne un peu pompeux, mais c'est de changer ou de contribuer à changer la façon dont le monde socio-économique pense à la transition écologique, pense au social, etc. Donc, de par nos investissements, on essaye de déceler dans nos participations ou les sociétés dans lesquelles on investit, est-ce qu'il y a du potentiel, comment est l'ESG, comment est la RSE, etc. Donc, c'est des qualités analytiques, mais c'est aussi des qualités de bon sens. Donc ça s'apprend aussi, pas qu'à l'école. Voilà. Et Raphaël, donc l'ESG irrigue tous les métiers, donc transforme. Alors voilà, parce qu'en pratiques. fait, on a chacun des métiers bien différents. Donc nous, en tant que banque commerciale, grosso modo, on accompagne 22 000 clients. On a des clients particuliers, des clients entreprises. Et donc pour accompagner ces clients, on a des chargés d'affaires, des conseillers de clientèle.
dans une économie qui se transforme, c'est une transformation aussi de faire notre métier. Donc nous, on a un gros enjeu, et c'était dans notre plan stratégique, c'est de dire comment on accompagne la transformation de ses collaborateurs. Et je pense que on a développé il y a plusieurs choses pour faire la transformation. Il faut qu'on apporte des solutions, il faut qu'on ait des nouveaux repères quand on compte, puisque on intègre aujourd'hui l'impact à côté de la rentabilité, à côté du risque, mais aussi il faut qu'on ait des chargés d'affaires, des conseillers de clientèle qui soient capables d'accompagner leurs clients. Ça veut dire qu'on doit avoir des chargés d'affaires qui comprennent ce que c'est qu'un bilan carbone. Vous imaginez qu'il y a 4 ans, 5 ans, on ne savait pas ce que c'était qu'un bilan carbone. Aujourd'hui, ça fait partie de la base. Ce n'est pas un expert, ce n'est pas un spécialiste, c'est un chargé d'affaires. Il doit comprendre ce que c'est que le bilan carbone. Il doit aussi comprendre aujourd'hui l'ensemble de nos clients entreprises, de l'ETI à la PME. On les questionne sur leur niveau de maturité environnementale, sociale et de gouvernance. Parce qu'il y a des enjeux, bien évidemment, de pérennité. Donc, ils doivent être capables de faire le lien, alors on n'y est pas encore, de faire le lien entre le questionnaire environnemental, social, gouvernance qu'ils ont fait passer à leurs clients et l'impact que ça a en matière de business. Quels sont les axes en fonction d'un secteur d'activité, parce que tous les secteurs d'activité n'ont pas les mêmes enjeux, qu'ils vont devoir pousser par rapport à l'entreprise qu'ils ont en face d'eux. Donc, comment on va les aider à avoir de l'aisance, à réussir à engager le dialogue sur ces sujets avec leurs clients. Et ça, c'est leur métier. Donc, depuis 2022, alors on a commencé par acculturer tout le monde. Ensuite, on a fait des formations par métier. Donc, si j'accompagne des clients particuliers, je dois savoir parler de rénovation énergétique, pas seulement parler crédit. Je vais expliquer c'est quoi une rénovation d'ampleur, pourquoi il faut faire une pompe à chaleur, pourquoi il faut isoler. C'est ça le métier du banquier aussi aujourd'hui. Et le chargé d'affaires, il doit être capable de parler d'économie circulaire. Quand il a des clients entreprises, il doit savoir quels sont les enjeux majeurs dans toute la chaîne de valeur d'un secteur. Quelles sont les références que font les meilleurs d'un secteur sur une ETI? On regarde ce que font les meilleurs pour pouvoir, parce que là encore, c'est stratégique comme mouvement. Vous le voyez bien dans l'audit que vous faites. Donc ça, pour nous, c'est le plus gros enjeu et c'est celui sur lequel nous sommes encore en train de travailler. C'est comment il y a ce levier d'appropriation. Ça veut dire que vous tous, si vous rentrez dans la banque, quels que soient vos fondamentaux, mais on reviendra tout à l'heure sur les questions qu'on va poser, parce que vous faites de la finance, vous faites du commerce, vous faites du marketing, peu importe, à un moment donné, vous allez avoir on va vous apporter, si vous ne l'avez pas. Ce qui serait bien, c'est que les écoles vous forment. Normalement, de plus en plus, les écoles vous forment, parce que c'est ça l'économie. Mais si elles ne vous ont pas formé, nous, de toute façon, en entrant, vous allez avoir un parcours sur ces fondamentaux de la finance durable en fonction du métier que vous allez exercer. Donc ça, c'est normal parce que le métier se transforme, donc ça irrigue tous nos métiers. Ça irrigue le métier du crédit. Si vous faites des risques, aujourd'hui, le chargé d'affaires, l'analyste risque, quand il va avoir le questionnaire ESG du client ça a été fait par le chargé d'affaires, alors ça, on n'y est pas encore. On doit l'être parce que la réglementation, pour le coup, la Banque centrale européenne, qui est notre superviseur, regarde tout ça de très près. Donc, il nous demande de faire le lien. Aujourd'hui, je suis analyste risque, j'ai le questionnaire ESG, j'ai le niveau de maturité. On va me dire, là, il est juste en train de mettre en place son plan d'alignement avec une trajectoire net zéro. Est-ce que du coup, ça va avoir un impact sur la manière dont je vais évaluer mon risque? Est-ce que ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle la cotation, le rating, le prix que je vais payer? Parce que quand on fait payer un crédit, c'est toujours en lien avec le risque. Et donc, maintenant, c'est en lien avec sa maturité environnementale, sociale, de gouvernance. Donc, c'est toute cette transformation qui est en cours. On n'est pas encore au bout du. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite et c'est pour ça que nous, là je vais parler de nos spécialistes dans mon équipe, parce que là c'est toute la banque. Nous, dans la banque commerciale, le groupe BNP Paribas, c'est très grand, c'est 170 000 collaborateurs. Nous, on représente 22 000. Donc dans notre équipe pour la banque commerciale en France, on est une douzaine de personnes. Moi, ce que j'attends de ces personnes, c'est donc nos spécialistes, nos experts. Ils ne sont pas arrivés dans l'équipe en étant ESG. J'ai fait la RSE depuis un peu plus de 15 ans, directrice d'engagement depuis 2018. Au début, c'était à côté, on était 3. Aujourd'hui, on est 12. Mais c'est une matière qui évolue beaucoup. Donc moi, ce que j'attendais, je voulais quelqu'un des data. Pourquoi des data? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une transformation, il faut que tout se transforme. Et je voulais faire de l'ESG by design. Pour faire de l'ESG by design, dans nos parcours clients, dans nos parcours collaborateurs, j'avais besoin de la compétence data. Aujourd'hui, ma compétence data, elle est hyper experte en niveau ESG. Elle a appris l'ESG, mais elle avait les fondamentaux des data. On avait un deuxième enjeu, c'est la transformation. Il faut qu'on aille hyper vite, parce que les entreprises, elles doivent se transformer tout de suite. Elles sont attendues. Réglementation par réglementation, elles n'ont pas le choix. Et du coup, il faut qu'on soit capable de les accompagner hyper vite. Et si on n'est pas proactif, les autres vont l'être. Et après, c'est un sujet de concurrence. Donc du coup, il faut qu'on soit capable de passer la transformation. Et là, j'ai recruté des gens du digital, parce qu'ils bossaient chez Hello Bank, c'est notre banque à distance. Pourquoi c'était intéressant? Parce que
la transformation digitale, c'est comme la transformation environnementale. Il fallait que ça aille vite. Et elles avaient cette capacité à accompagner cette transformation. C'est pour vous donner quelques exemples. Donc, la majorité, nous, on recrute à peu près 2000 par an, 2000 jeunes comme vous qui sortent de l'école. Venez avec vos fondamentaux, on va y revenir tout à l'heure. Et puis ensuite, on aura quelques spécialistes. Donc, si en plus vous êtes spécialiste ESG, il y a quelques places, entre guillemets, mais ce n'est pas la majorité des places. Les spécialistes, aujourd'hui, si vous venez en disant je suis ESG tout court, je ne suis même pas sûre que ce soit bien pour vous. Clairement, hein. Il faut être ESG, mais autre chose à côté. Merci Raphaël, c'est une très bonne transition parce que regardons vers l'avenir justement. Et lors de la préparation de la table ronde, on avait échangé autour de leviers, de signaux positifs et de leviers justement pour la finance durable, basée par exemple sur la demande de nouveaux acteurs ou sur l'innovation. Et Raphaël, vous aviez parlé de l'innovation tout à l'heure justement, qui est un bon driver. Oui, je vous passe encore la parole. Après, c'est... Alors, je vois un coup. Non, alors parce que quand on cherchait les leviers, il faut toujours savoir quels sont les accélérateurs aujourd'hui de notre transition, puisqu'on doit aller hyper vite. Alors, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on dit qu'on doit aller vite, mais là physiquement, on le sent. Hein. Je pense que mais la BCE, là encore, la Banque Centrale Européenne, vous ne pouvez pas imaginer, pour vous montrer l'accélération, il nous demande, et on n'y est pas encore, comment on intègre le risque physique, donc d'inondation ou de retrait complément argile, quand on va octroyer un crédit immobilier à un particulier. On en est là, parce qu'il y a des vrais enjeux de risque. Donc du coup, pour accélérer, on a besoin d'accélérateurs. Et donc, par rapport à cette question que vous m'aviez posée, en fait, il y a des entrepreneurs, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, nouvelle, ça fait 10 ans qu'elle émerge et qu'elle accélère. Ce sont les entrepreneurs à impact. Donc, c'est des entrepreneurs qui innovent, qui créent leur entreprise avec cette ambition unique, c'est de résoudre un problème qui soit environnemental, social. Donc, on va retrouver dans l'environnement l'économie circulaire, le renouvelable, les nouveaux usages. Parce que quand on parle d'économie circulaire, c'est les nouveaux usages, tous ceux qui vont faire en sorte qu'on consomme sans plastique, le reconditionnement. Il y a des superbes startups, je pense à Underdog, qui en fait va réparer nos petits électroménagers, puisqu'aujourd'hui, avant, on consommait, aujourd'hui, on va réparer. C'est ça la vraie vie. Donc, c'est des nouveaux usages. Et donc, ces entrepreneurs-là vont nous aider à accélérer sur les nouveaux usages, sur les nouveaux modèles de production, les nouveaux modèles de consommation. Et donc, on a besoin d'eux. Donc, en tant que banque, nous, notre métier, c'est de les capter, d'être capable de les saisir à l'émergence, de comprendre leurs besoins particuliers. Et du coup, là aussi, c'était un peu l'exemple de la création de valeur. Quand on fait de l'entrepreneuriat impact depuis 10 ans, on commence à avoir un track record et on se rend bien compte que les boîtes qui font de l'impact, elles sont aussi rentables. C'est-à-dire qu'elles adressent des sujets d'impact et elles sont rentables et elles sont même moins risquées. Donc, vous voyez, là aussi, on casse des idées reçues. Donc, le gros enjeu qu'on a, c'est celui-ci, de se dire comment on continue On a besoin d'eux, il faut que la bascule, elle se fasse hyper vite sur nos nouveaux usages, sur plein de sujets, parce que l'urgence, même si le terme est un peu dégalvaudé de ce mot d'urgence, il est réel, qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale. Et en plus, cette urgence, elle est sur les territoires. Dans le gros sujet, je pense que c'est l'entrepreneuriat impact et l'entrepreneuriat à impact au plus près des territoires, parce que c'est là qu'on connaît la réalité du terrain. Sinon, ça reste très, très conceptuel, très slide. Donc, du coup, comment, au niveau d'un territoire, on voit bien que le territoire, il est en train de travailler en territoire. On dit faire territoire, on dit faire réseau, maintenant on dit faire territoire. Et comment, finalement, on crée des passerelles de plus en plus entre ces entrepreneurs à impact, des associations qui vont faire le lien social, des grandes boîtes qui sont sur le même domaine d'activité que les petites boîtes de l'économie circulaire. Et tout ça, ça va créer une transformation qui doit être systémique parce qu'on n'a pas le temps. Donc, clairement, les accélérateurs, c'est les entreprises à impact. Il y avait Change Now la semaine dernière. Il y a eu le mouvement Impact qui fédère l'ensemble de ces acteurs, qui a sorti un indice qui s'appelle le 40-120, comme le Next 40-120. Vous voyez, c'est se dire les prochaines grosses boîtes du CAC 40, elles seront des entreprises à impact, c'est sûr. Merci beaucoup. Et Sophie, est-ce qu'on peut dire que la rotation du capital avenir, qui sera en plus principalement féminin, pour la première fois, en plus de surcroît, il est déjà... Voilà, il est là. Et la nouvelle génération, est-ce qu'elle pousse vers justement des produits de demande, des produits différents? Vous m'aviez évoqué 2 exemples qui étaient assez intéressants. Oui, alors moi je gère un fonds ouvert, un OPC, diversifié à impact social sur le périmètre des actifs cotés. Donc j'essaye de dénicher des pépites de transformation sociétale sur les marchés cotés. C'est pas toujours facile, mais ça existe. Et je gère aussi par ailleurs un mandat dédié. Spécifiquement sur des considérations impact, donc des mesures de contribution positive sur un portefeuille d'actions cotées. Et donc
la mandataire de ce mandat dédié, c'est une femme d'une 50aine d'années qui a une entreprise dans l'Est de la France et qui a souhaité investir une partie de son patrimoine de cette façon-là. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai encore obtenu un mandat de la même nature d'une autre personne, aussi une jeune femme, qui souhaite investir son patrimoine de cette façon-là. Donc, je pense que c'est important d'avoir en tête que au niveau patrimonial, côté gestion d'actifs, on a un travail à faire sur identifier qui détiendra le capital quand et selon quelle valeur et quelle motivation. Et ça, c'est hyper important pour nous parce qu'on voit, alors moi je le vois voilà, sur 2 mandats dédiés, un de 8 millions, un de 15 millions, c'est pas des encours monumentaux, mais on se rend compte que dans cette partie du réseau-là, ce qu'on appelle le réseau de la banque privée avec des personnes fortunées qui souhaitent placer leur patrimoine, ça a du succès, ça marche, ça a un écho. Et je reviens à ce que je disais en préambule sur voilà, ça perd un peu d'ampleur sur la partie institutionnelle parce que les grandes banques finalement, les grands assureurs, les grands instituts, ils sont pas tellement là. On se rend compte que c'est plutôt ce qu'on appelle le high net worth individual, donc la personne qui aura du patrimoine à investir, qui localement, par petites touches, sera séduit par ce genre de stratégie. C'est, je pense, aussi un des enjeux sur le métier de la finance globalement, c'est d'identifier quel profil auront nos futurs clients et surtout d'avoir l'offre commerciale qui correspond à leurs valeurs. Et donc là, on est vraiment, je pense, à ce point d'inflexion. C'est pour ça que je suis aussi sur une note positive au global. Et Vincent, vous aviez évoqué sur un peu la même veine les ETI familiales qui changent la donne ou qui changeront la donne, qui la changent déjà et qui continueront. Ça va rejoindre exactement ce que tu disais, à savoir, moi, j'ai des clients comme Bell, Bonduel et Clarins, qui sont donc très familiales depuis 5 ans, depuis plus de 100 ans, et on voit que la génération qui arrive, elle veut que ça dure. Ça paraît évident à dire, sauf que pour durer, ça veut dire que leurs empreintes écologiques vis-à-vis des clients, des consommateurs, de tout le monde, il faut le prendre en compte. Parce que sinon, c'est tout simple, en fait, leur business model, il est mort. S'il n'y a plus assez d'eau pour faire manger des vaches qui font du lait, qui font du fromage, c'est quand on raisonne de toute la chaîne, on se dit, oui, ça devient évident. Et en fait, ces entreprises-là, elles ont hérité de leur père, grand-père, arrière-grand-père, et c'est ça qui fait plaisir à voir aussi dans l'environnement ETI familial. Elles veulent durer et elles-mêmes transmettre ensuite, etc. Donc il y a une vraie action. C'est pas il faut le faire parce que c'est bien. C'est non, on est convaincu, on veut que ça change, on veut que ce soit durable. Et donc il y a beaucoup d'actions qui sont faites par ces générations-là, et c'est ça qui donne aussi l'optimisme et qui fait qu'on a un tissu d'ETI qui est très performant et qui n'a pas besoin d'avoir aussi des fois la pression des très grands groupes qui les ont parfois donc en relation client-fournisseur pour faire ces efforts-là. Elles le font parce qu'elles sont convaincues. Et après, on retrouve après des personnes individuelles qui peuvent mettre leur patrimoine à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est rassurant, je trouve, de voir le tissu d'entreprise ETI que l'on a. Il est très fort et contrairement à ce que l'on pense, il n'est pas ce qu'on peut croire parfois, il n'est pas du tout désintéressé de ce sujet-là. Au contraire, il est prégnant chez eux. Merci. Vous pouvez garder le micro, Vincent. Donc, en un mot, si vous deviez donner un conseil, voilà, pour chacun, pour justement des jeunes diplômés qui veulent entamer une carrière dans ce secteur, quel serait-il ? Alors, moi, ce serait soyez curieux. Moi, j'adore. En fait, mon quotidien, il change tout le temps. Donc, c'est ça qui est sympa. Soyez curieux de découvrir des domaines de la RSE, des entreprises, des secteurs. C'est ça qui est motivant. Et puis, peut-être qu'à un moment, vous allez trouver celui qui vous passionne et hop, vous foncez dedans, vous faites que ça. Et puis, il y a peut-être des gens comme moi qui ont envie de voir plein de choses tout le temps. Et là, vous pouvez venir faire de l'audit. Moi, quand je donne des conseils à mes enfants, parce qu'ils ont votre âge, ils n'écoutent jamais. Mais d'ailleurs, je me suis demandé ce qu'ils diraient si vous voyez leur mère là. Mais bon, non, en l'occurrence, d'abord, il faut toujours faire un métier qui nous ressemble. Donc, faites un métier qui vous ressemble, qui a votre sens à vous, et chacun en a son sens. Parce qu'on est sur une table ESG, je pense qu'il ne faut pas que vous soyez enfermé dans une case ESG
mais qu'en revanche, vous ayez des fondamentaux solides quand vous allez avoir des recruteurs, parler de ce que vous avez appris, c'est quoi, vous avez appris quoi, vous avez acquis quelque chose, c'est ça qui doit être important. Et après, je rejoins, quel que soit dans la vie, il faut qu'on soit curieux, qu'on lise, sinon on va vite être rétréci, on n'aura pas l'esprit critique, on est dans un monde de l'IA, et donc plus vous allez être curieux, plus vous allez lire, plus vous allez avoir un sens critique, plus vous allez élargir vos horizons, ça c'est l'essentiel, et surtout il faut qu'on soit hyper fort. Moi, quand je recrute, si je recrute aujourd'hui, il faut que les gens soient capables d'apprendre en permanence, parce qu'on vous l'a dit quand vous êtes entrés, les métiers d'aujourd'hui, certains vont disparaître, il y en a surtout beaucoup plus des nouveaux qui vont arriver. Donc nous, tout le monde doit être capable de s'adapter, mais sans doute cette génération encore plus. Donc il y a des acquis, ils doivent être forts, continuez à apprendre en permanence, soyez hyper curieux et c'est comme ça que vous allez apprendre. Et du coup, c'est là que vous allez devoir vous adapter et travailler en transverse, parce qu'on ne travaille plus jamais tout seul. Et donc, il faut qu'on soit capable de travailler en équipe. Et je sais que dans les écoles aujourd'hui, pour avoir un fils qui fait une école de commerce aussi, on travaille essentiellement en projet. Donc vous êtes beaucoup plus formés que la génération, en tout cas notre génération, on avait nos devoirs à nous et c'était hyper rare qu'on travaille en projet. Vous passez votre vie à travailler en projet. C'est comme ça dans la vraie vie des entreprises. Ouais, pareil, curiosité. Puis je dirais, si vous voulez vraiment faire une carrière en finance durable, que ce soit en banque, en gestion d'actifs, je sauterais sur la moindre opportunité d'avoir une option ou de faire un cours sur l'ESG. Au moins, ça vous éveillera au sujet. Et puis surtout, si vous vibrez pour ce domaine-là, il faut aller se renseigner, il faut aller faire soi-même son job. Et puis comme ça, vous brillerez au moment des entretiens et vous aurez le edge parce que vous connaissez déjà, vous savez déjà que SFDR, c'est la tannée pour la plupart de nous. Voilà, donc soit vous avez la possibilité d'approfondir à l'école. Voilà, je suis pas en tronc commun option et là je sauterai sur l'occasion. Soit il faut vraiment faire sa connaissance séparément et la restituer, même si on vous le demande pas en fait. Donc même si vous êtes dans un lieu ou un moment où c'est pas vraiment le sujet, moi je le mentionnerai parce que ça vous différencie et ça montre au recruteur ou à la personne que vous avez en face de vous que vous connaissez les enjeux sociétaux qui vont être devant vous à horizon immédiat, moyen terme et long terme. Donc n'hésitez pas à faire le boulot et à vous vendre. Chose que je fais très mal. Mais vendez-vous et vendez votre fibre, s'il y en a une, cultivée ou non, ESG. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on termine sur une note très positive. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Pour moi, avoir fait une reconversion dans la RSE, agilité, capacité d'apprendre, conviction, je pense que ça réunit tout ça. Merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Et merci à vous trois, en tous les cas. Merci à vous.